Malheureusement, comme je le disais, quelques temps après avoir écrit cette lettre à sa femme, il est en effet assassiné. Déporté, on pourrait dire, dans le sud du Congo, dans la région du Katanga, et assassiné. Et pour ajouter au comble de l'horreur, puisqu'on ne voulait pas qu'il devienne un martyr, en fait, on a découpé son corps, on l'a brûlé, et on l'a fait complètement disparaître de la carte. Donc moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup, je dirais, mobilisé en fait en lisant Lumumba, c'est qu'il disait toujours, je crois que c'est lui qui disait ça, mais enfin, je revérifie, il disait le tombeau des martyrs est dans le cœur des vivants. Et il savait, et on le sent dans sa lettre, on sait que de toute façon le combat qu'il a mené, le martyr qu'il va subir, finalement ne s'exprimera et refleurira un jour à travers les vivants qui reprendront ses idées. Et je trouve ça très beau parce qu'aujourd'hui, je crois que ce qui manque à beaucoup de gens, et en particulier dans le monde occidental, c'est cette capacité à transcender sa petite vie mortelle, à transcender son petit confort personnel, à transcender, je dirais, ses petits avantages, en fait, pour arriver à se placer au niveau de l'histoire universelle. Et quand Patrice Lumumba, dans tout le combat qu'il a mené, je ne reviendrai pas là-dessus aujourd'hui, est un exemple en fait à beaucoup d'égards, non pas pour les Africains, mais pour tous les êtres humains, je pense, au-delà du combat qu'il a mené en Afrique. Donc, je voulais commencer par ça, parce que c'est quelqu'un qui est, je pense, un inspirateur d'engagement politique, et je vous invite à étudier un petit peu plus ses écrits. Mais je voulais commencer justement par dire qu'on est dans un moment de l'histoire assez, je dirais, paradoxal, puisque j'y réfléchissais en préparant un peu cette réunion, et je me disais, il y a deux phénomènes contradictoires et inarrêtables qui sont en cours actuellement. Donc comment résoudre ce paradoxe? C'est-à-dire, d'un côté, vous avez une désintégration globale, complète, de l'ensemble du système monétaire et financier, qui est inarrêtable aujourd'hui. Ça, les exemples sont multiples et variés, je pourrais donner quelques détails. Et d'un autre côté, vous avez également un autre phénomène, qui est en sorte de contrepartie, qui est un phénomène de grève de masse. Comme Rosa Luxembourg les a définis à une certaine époque, qui n'est pas une grève où les syndicats ou tel a dit tel jour du calendrier, nous allons manifester. Alors je sais que par exemple ce soir il y a une manifestation, je l'ai appris tout à l'heure, justement contre l'intervention de la France en Libye, par l'association panafricaine, je crois, c'est ça, hein, donc qui est actuellement à Place de la République en train de manifester. Mais ça, c'est une manifestation à un moment T. Aujourd'hui, ce dans quoi on est, c'est ce mouvement de grève de masse, c'est-à-dire des soulèvements inattendus, spontanés, et malheureusement, la plupart du temps, pas orientés. Disons, pas avec un objectif clair et précis. C'est ces deux phénomènes-là qu'on a en cours, donc cette désintégration financière et cette grève de masse. Donc, à l'heure où je vous parle, vous le savez tous, je crois que tous les gens qui aiment l'Afrique ou qui sont français doivent être très en colère avec ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, puisque je rappelle qu'on vient de lancer une offensive, une guerre propre, une guerre éclair, une guerre sans mort sur le territoire, sur le continent africain, donc en Libye, qui peut n'être que une guerre qui soit précurseur, si vous voulez, de toute la géopolitique, de la géostratégie qui est aujourd'hui poussée par l'OTAN, par l'Empire britannique, par les forces également néoconservatrices en France, pour dire les choses telles qu'elles sont, et qui est aujourd'hui, je dirais, qui est à la fois étonnante, puisque je ne crois pas qu'aucun d'entre nous aurait parié d'une attaque sur le continent africain par la France, je pense qu'il y a quelques semaines, ou les révoltes spontanées qu'il y a eu en Tunisie, au Bahreïn, en Égypte, actuellement au Wisconsin, en Allemagne de l'Est, enfin partout vous avez des processus, je dirais, de grève de masse, mais qui prend toutes les formes. Donc vous avez d'un côté une géopolitique du chaos au niveau international, des élites, où on va attaquer la Libye, Kadhafi, qu'on a mis sur la scène internationale il y a 2 ans, poussé par Tony Blair à l'époque, qui l'a remis sur la scène, qui a recréé un personnage synthétique. Ce Kadhafi n'est qu'un personnage synthétique, où toute la population l'a suivi.
puisque évidemment l'argent arrivait dans le pays, plus les ventes de pétrole et tout ça. Et aujourd'hui, on va massacrer justement les gens qui sont pro-Kadhafi, alors que c'est nous-mêmes qui les avons créés d'une certaine manière, pour protéger d'autres Libyens, finalement, qui étaient une minorité résistante en opposition au leader, et qui se retrouvent maintenant une forme de majorité de fait, parce qu'il ne faudrait pas qu'on sache. Alors je ne sais pas si la guerre, certains disent que Kadhafi se fait bombarder, le pays se fait massacrer parce qu'il a des papiers très importants, il ne faudrait pas que ces papiers arrivent en France, comme le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Pardon? Qui ça? Kadhafi. D'accord. Sur les commissions qu'il a données à la campagne de Sarkozy. Oui, bien sûr. Voilà. Et si c'est en Allemagne, ça ne se saura peut-être pas en France, c'est tout le problème. Voilà. Donc en fait, on est face à ça. On a ce que j'appelle une géopolitique du chaos, c'est-à-dire que c'est la finalité inéluctable d'un système financier tel qu'on l'a connu, et chez nous, une dislocation sociale. C'est-à-dire qu'à la fois, si on regarde les politiques de nos dirigeants européens, et là je parle vraiment des dirigeants européens et américains en particulier, pas la Chine, la Russie, c'est un peu différent. Vous avez une politique de guerre extérieure, c'est-à-dire l'Irak, l'Afghanistan, aujourd'hui la Libye, le Soudan, on peut qualifier aujourd'hui quand même d'une guerre coloniale, et d'un autre côté une guerre intérieure, c'est-à-dire une destruction systématique de tout ce qui fait les services publics en France, l'éducation, la santé, toutes ces choses. Vous avez une double guerre qui est menée en fait par ces dirigeants, à la fois extérieure et à la fois intérieure. Donc, qui n'est pas en soi celui qui est le reflet de cette dynamique de désintégration. Alors ça, c'est justement ce qui déclenche ce mouvement de grève de masse. Alors ce qui est intéressant, je dirais qu'il y a deux choses à distinguer. C'est que ce mouvement de grève de masse, comme je disais, les gens, souvent, au niveau de la population, attendent que le frigo soit vide pour se dire « Merde, tiens, j'ai plus à manger, peut-être falloir que je fasse quelque chose ». Donc souvent, les gens attendent la dernière limite. D'ailleurs, on voit les Français qui sont encore bien dans un confort assez je dirais, assez suffisant pour ne pas s'opposer à cette politique. Et aujourd'hui, ce qui est peut-être le plus intéressant, en fait, dans cette grève de masse, c'est les gens qui ne sont pas dans des positions justement difficiles, mais qui se battent. C'est-à-dire qui prennent des positions différentes. Et j'ai deux exemples en France qui sont... un exemple de cette semaine qui est le médiateur de la République. Alors je ne sais pas si tout le monde a entendu parler, mais c'est un rapport officiel qui a été publié cette semaine par le médiateur de la République. Alors le médiateur de la République, en deux mots, ça a été créé en 1973, je crois, si je ne m'abuse, et c'est quelqu'un qui fait des rapports commandés par le gouvernement sur l'état social du pays. Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est optimiste? Est-ce qu'il est pessimiste? Est-ce qu'il est... Voilà, enfin, c'est un rôle de va-et-vient entre l'État et les citoyens. Et donc, dans un interview qu'il a donné à France Inter dernièrement, il était, moi je trouve, très polémique et très drôle contre les Français, qu'il qualifie de consommateurs de la République. Je trouve que c'est quand même très bien vu, parce que justement, quand la République, on se rend compte qu'elle a disparu, on se dit merde, j'aurais peut-être dû faire quelque chose. Et il dit cette phrase, il dit dans son rapport, la droite joue sur les peurs et la gauche sur les humiliations. Aujourd'hui, on veut gagner un électeur, quitte à perdre un citoyen. Émotion contre les convictions. Nos politiques n'ont pas de réponse face à la destruction de la société. Les débats sont minés par les discours de posture et les causes à défendre noyées par les calculs électoraux. Les ressorts citoyens sont usés par les comportements politiciens. Donc lui, c'est quelqu'un qui s'appelle M. Delevoye, Jean-Paul Delevoye, qui est élu UMP. Oui. La première phrase, il dit la droite joue sur les peurs et la gauche sur les humiliations. Voilà, aujourd'hui, on veut gagner un électeur, quitte à perdre un citoyen, des émotions contre les convictions. Donc lui est élu UMP, il faut le savoir. Donc c'est quelqu'un, moi je dirais que c'est plus révélateur que les mouvements de masse quelque part, parce que c'est quelqu'un qui est dans une position où il n'aurait pas à faire ce genre d'action. Pour ceux qui sont abonnés à notre journal Nouvelle Solidarité,
dans le prochain numéro, si je ne me trompe pas, on aura un interview de M. Verhaeghe, qui est quelqu'un dont on a fait déjà la pub dans un précédent numéro, qui est un ancien du MEDEF, qui dirigeait l'APEC, qui a dirigé la Caisse nationale d'assurance vieillesse également, et qui a jeté l'éponge, comme c'est le titre de son livre. Et justement, qui a donné un interview à notre journal également, quelqu'un qui est dans une position confortable, qui est du MEDEF, qui est président de différentes institutions, qui je pense a un salaire plus que raisonnable, pour avoir fait l'ENA, fait un bon parcours institutionnel, qui risque sa carrière, en fait, enfin qui ne même pas risque sa carrière, qui met sa carrière de côté pour dénoncer un danger imminent. Et ça, je trouve, moi, c'est beaucoup plus frappant, quelque part. J'ai eu la chance d'échanger 2 mots avec lui, et je lui disais, c'est quand même explosif ce que vous dites, c'est quand même explosif votre livre. Il fait, oh non, c'est des choses que les gens savent. Je lui dis, non, ce qui est explosif, c'est pas ce que vous dites, mais c'est le fait que ce soit vous qui le dites. C'est ça qui est intéressant. Et il a un peu rougi, et puis il a fait, oui, peut-être. Il est assez modeste, j'ai l'impression. Et c'est marrant parce que c'est un fils de maçon, et c'est un des derniers à avoir, par exemple, accédé au système de bourse qui permettait de faire des grandes écoles, ce qui est plus le cas maintenant. Et donc il a un parcours assez singulier, je dirais, par rapport aux énarques actuels, pour dire le moins. Donc voilà. Donc vous avez ces gens, en fait. Il y a des exemples également. Vous avez le rapport de la FCIC, pour ceux qui en ont entendu parler. C'est un rapport qui est tout simplement une bombe, le rapport du Congrès américain sur la crise financière. Donc c'était une analyse complète de 30 ans de dérégulation, et montrant vraiment très pédagogiquement, très sobrement, très polémiquement, je dirais que cette crise financière, qui a mis quand même 26 millions d'Américains au chômage, qui a mis 4 millions de gens à la rue, enfin 4 millions de ménages, pardon, qui en menace 4 500 000, comment cette crise était évitable. Donc ils expliquent tout le processus. Elle était évitable, donc ça c'est la première fois que c'est dit. Monsieur Larouche, si vous voulez, était quand même quelqu'un qui avait, dès 2007, le 25 juillet 2007, avait dit cette crise va arriver, on peut faire quelque chose. Les gens en place avaient entendu le message, ont décidé de ne rien faire. On a eu la crise qui a eu des conséquences tragiques. Et ce rapport... On rappelle qu'il y a quand même des forces à l'œuvre qui sont énormes. C'est pas juste la décision d'un seul homme, c'est comme Sarkozy qui prend une décision. C'est pas sa décision. On l'a eu en tant que républicain pour changer le système. Enfin, c'était ça. On ne peut pas détruire la démocratie dans son pays et vouloir l'installer ailleurs. C'est un phénomène paradoxal. Au-delà du fait que ce soit lui en soi, Nicolas Sarkozy. Pour moi, Sarkozy n'est que l'ombre du nombre d'un système impérialiste qui dure depuis 30 à 40 ans, système financier, purement monétaire, qui ne crée pas de richesse. D'ailleurs, comme je vais l'expliquer après, ce qu'on aurait pu faire ces 30 dernières années. C'est simplement le reflet. Je n'attacherai pas vraiment d'importance à Nicolas Sarkozy en soi. Ce sont des ombres qui restent à démontrer, alors pourquoi pas. Maintenant, le fait que lui s'engage dans une guerre enfin, cette bataille qui est outrepassée par les Français, d'accord, mais qui s'engage par exemple sur la supposition que Kadhafi a des choses à révéler, ça me semble possible. Je pense que la théorie de géopolitique, par principe, il faut pas prendre comme la destinée. De toute façon, si jamais il y a eu un financement particulier ici de sa campagne, ça a été impliqué. C'est pas possible. Je pense qu'il serait assez facile, comme dans l'affaire de Karachi, de retrouver les transferts d'argent, ou même les valises, que des gens parlent parce qu'on sait comment ça se passe, ces gens-là sont suivis. Il y aurait, si le fils Kadhafi a dit qu'ils avaient des traces, c'est qu'ils sont des traces. Mais je ne pense pas en soi, ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que l'offensive en Libye était due exclusivement à ça, mais ça faisait évidemment partie de l'ensemble de la chose. Alors, on ne va pas s'attarder là-dessus, parce que je voudrais qu'on revienne sur les questions plus politiques et d'actualité à la fin. Ce sera, après ce que je présenterai, je pense qu'on aura un regard un petit peu différent, finalement, sur la situation.
Parce que les débats de comptoir, oui, Kadhafi, gentil, pas gentil, Libye, pas gentil, gentil, c'est pas trop le sujet du débat de ce soir, et puis c'est en rien du tout même, finalement, ce pourquoi notre organisation est mobilisée au quotidien au niveau international. C'est secondaire. Donc un troisième exemple que je voulais donner, c'est le président de la réserve fédérale, enfin de la réserve fédérale de la Banque d'Angleterre, qui également vient de donner un avertissement, je dirais, tonitruant, justement, et d'appeler immédiatement à un retour, justement, à la loi de Glass-Steagall, donc, qui est appelée différemment, voilà, et qui fait également, qui reprend la même, je dirais, la même ligne que M. Cheminade, que M. Larouche sur les 30-25 ans de dérégulation, qui ont amené à cette crise évitable, en fait, où, comme par hasard, tous les économistes qui n'avaient pas prévu la crise, aujourd'hui sont en train de dire, mais on est vraiment bête. C'est vrai qu'on avait tout dérégulé, on aurait pu penser que ça n'allait pas marcher, et surtout les économistes sont dans cette ligne-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'idée de dire il y a la croissance, c'est reparti. On sait que le système est par terre, on sait que dans le cadre même de ce système, on ne pourra pas le sauver. Ça, aujourd'hui, c'est acquis, au moins dans les élites, dans ce rapport du Congrès, dans ce que dit ce Mervyn King de la Banque d'Angleterre, dans ce que peut dire Cheminade ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est acquis. J'ai même entendu dire qu'il y avait Edmond de Rothschild, de la banque à Genève, qui a appelé d'urgence à un Glass-Steagall. C'est là, il y a le feu aux poudres pour que ces gens-là essaient de sauver leur... J'ai pas lu l'article, mais on m'a dit que c'était assez extraordinaire. Donc voilà, ça c'est juste 2-3 exemples pour montrer qu'il n'y a pas simplement le mouvement de masse des gens qui sont pas contents, qui manifestent au Wisconsin, etc. Parce qu'on pourrait dire, oui, et je l'ai entendu, oui, c'est les gens en colère, c'est les syndicats, en façon en France, ce sera pareil parce que les gens ils manifestent tout le temps, etc. Donc je vais lui donner un autre repère du fait qu'il n'y a pas simplement que dans les masses où on n'est pas content parce qu'à un moment donné le frigo il est vide, ou alors la maison elle n'existe plus, dans certains cas même, mais qu'il y a aussi dans les élites, il y a une volonté de changement politique et stratégique. C'est-à-dire, on a même pour la première fois entendu, bon c'est resté des gens qui sont restés sous le couvert de l'anonymat, mais des diplomates prendre position officielle contre la politique de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de leur droit de réserve, entre guillemets, même si ça reste anonyme pour l'instant, pour dénoncer sa politique, et en disant que la France n'avait plus de stratégie économique, militaire et politique, ce qui est quand même la politique du bac à sable. C'est pour ça que je faisais cette blague tout à l'heure pour minimiser, et c'est plus complexe et on pourra en revenir, mais on est quand même pas loin du bac à sable politique. Bah, on voit, on en discutait avec M. Cheminade, il dit mais... Bah, non, c'est plus grave que ça, mais c'est vrai qu'on voit Berlusconi qui est très actif. Oui, il y a une hiérarchie quelque part, mais ce que je veux dire c'est qu'on a Berlusconi, si vous regardez, il est très actif, mais pour des raisons autres que politiques. On a justement cette politique de Merkel qui va prendre une gamelle, là il y a des élections actuellement en Allemagne, elle risque de prendre une gamelle comme c'est pas possible, plus toute l'affaire qu'il y a eu avec le E10, le fameux bioéthanol et tout ça. Vous avez bon, Sarkozy qui essaie de courir dans tous les sens. Voilà. En Portugal, c'était 300 000 personnes, je crois, qu'il y a eu dans la rue la semaine dernière. Socrates qui a démissionné. Le président du gouvernement qui a démissionné. Donc ça va donner, je pense, lieu également à... Alors soit ça fera comme en Belgique. En Belgique, il n'y a même plus de gouvernement. Donc il y en a... Voilà, en Irlande, il y a un gouvernement, mais qui a été élu pour faire quelque chose, mais en fait qui ne peut pas le faire parce qu'il y a une opposition qui est énorme avec le Sinn Féin. Enfin, il y a toute une politique, géopolitique du chaos. C'est pas que chacun fait ce qu'il veut, mais c'est qu'il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de cohérence. On est comme en Afrique, en Occident, on arrive comme en Afrique. Ils votent sans arrêt, il n'y a rien qui se passe. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Enfin, on ne va pas traîner sur ces questions. Mais ce qu'on voit, c'est que partout, les gens se rendent compte que la situation devient difficile, mais il manque cruellement d'imagination. Alors,